Avant de retrouver comme un jeudi sur deux votre rendez-vous avec la médiatrice de Radio France après 13h20, rendez-vous avec l'actualité des idées, manipuler le vivant, pourquoi faire? Dans Les secrets de la vie qui paraît au CNRS édition, la biologiste Nicole Ledouarin revient sur le sel de son activité, la recherche, et son moteur, la quête d'émerveillement, le désir de connaissance, autour d'une grande question: comment, à partir d'une cellule unique, un organisme se développe-t-il? On va lui poser cette question aussi pour comprendre les grandes évolutions de la recherche et voir où nous en sommes aujourd'hui. C'est donc une voix du CNRS, médaille d'or, qui est avec nous aujourd'hui pour ses travaux en biologie du développement. Bonjour à vous, Nicole Ledouarin. Bonjour. Les secrets de la vie, publié au CNRS Éditions dans cette nouvelle collection de vive voix qui donne la parole aux chercheurs de la maison. Voilà, pour leur faire raconter aussi les aventures qu'ils ont connues, comment ils sont entrés dans cette vocation, profession qu'est la recherche, ce qu'ils ont trouvé et ce qui les tient encore en haleine aujourd'hui. Le vivant a-t-il encore d'ailleurs beaucoup de secrets pour vous, Nicole Ledouarin? Beaucoup, beaucoup. C'est très compliqué le vivant. Et les progrès qu'on fait sont spectaculaires à certains égards, mais par rapport à tout ce qui reste à découvrir, eh bien, il y a encore beaucoup à faire. Vous dites beaucoup, vous dites pas trop. Pas encore trop de secrets pour vous. Ah, trop, c'est difficile de dire trop. C'est par rapport à quoi trop? Par Non, rapport à vos attentes, peut-être, la non, question. non, non, j'ai toujours pensé, j'ai toujours compris que c'était très complexe et qu'il y avait beaucoup à apprendre et beaucoup à chercher, mais que c'était quelque chose qui en valait la peine. Vous aurez reconnu Nicole Ledouarin, Beethoven, oui. Beethoven, voilà, Beethoven et son concerto pour violon en ré majeur. La biologie, c'est comme la musique, c'est une partition infinie. Oui, mais c'est quelque chose qui préexiste à nous, à l'homme, tandis que la musique, c'est une création de l'homme. C'est-à-dire Euh, que le champ des possibles est moins important, En musique, ou en biologie? vous voulez dire important quantitativement, en problème? Écoutez, je ne sais pas si ça se compare, mais en tout cas, on peut dire que dans le domaine de la biologie, des sciences de la vie, il y a encore beaucoup à comprendre, beaucoup à faire. Oui. Comment vous êtes arrivé, vous, en biologie? Quel a été Moi, le déclic? j'ai commencé à trouver la biologie formidablement intéressante quand j'étais dans la dernière année des études secondaires. On appelait ça sciences expérimentales à l'époque. Il se trouve que j'étais au lycée de Lorient, en Bretagne, mon pays, et que j'avais une femme qui était professeure là et qui avait une façon de nous expliquer comment fonctionnait. À l'époque, c'était la physiologie humaine qu'on étudiait. Les maladies, le système circulatoire, respiratoire, etc., comment tout ça fonctionne. Et elle nous expliquait ça d'une façon telle que ça m'a passionnée. Et qu'après, alors que j'aurais eu plusieurs autres possibilités de choix, j'ai pensé que c'était dans cette discipline-là que j'aurais le plus de plaisir à apprendre. Et ça a été le cas? Tout à fait. Je ne peux pas comparer parce que je n'ai pas fait les autres. Mais vous dites beaucoup ça a été dans le vraiment... sens, vous dites beaucoup de plaisir aujourd'hui, mais vous racontez aussi dans cet ouvrage, Les secrets de la vie, à quel point la recherche, et notamment en biologie, a été pour vous un don entier de votre personne. Oui, c'est mais vous jour savez, et je nuit. crois que quand on veut faire quelque chose qui est compliqué au départ, quand même, la recherche, c'est chercher quelque chose qui n'est pas connu. Il faut faire preuve de tout un tas de
capacité d'imagination, de détermination. Il faut être vraiment prêt à se sacrifier beaucoup de choses. Oui, je ne regrette pas, si c'est ça que vous me demandez. Je ne regrette pas, j'ai pu trouver un grand plaisir. Vous racontez aussi dans ce petit ouvrage les figures tutélaires et notamment celle d'Étienne Wolff qui va vous initier à la biologie du développement. Lui, il avait réalisé des travaux sur l'influence des hormones femelles sur le développement des caractères sexuels et c'est lui qui va pour la première fois, vous prendre sous son aile et vous intégrer à son service. Oui, moi je lui dois beaucoup à cet homme-là. C'est un homme qui avait d'ailleurs eu une carrière qui ressemble un petit peu à celle que j'ai eue, en ce sens qu'il avait commencé par être professeur, et puis professeur de philosophie. Il a même préparé l'agrégation de philosophie, et c'est en préparant l'agrégation de philosophie qu'il a dû faire un stage de 6 mois, c'était dans le règlement, dans un laboratoire de recherche. Et c'est quand il a passé dans ce laboratoire de recherche à la faculté de médecine de Strasbourg qu'il a eu une illumination. Il a décidé que ça allait être les sciences de la vie. Et il a poursuivi là-dedans. Et je lui dois beaucoup parce qu'on a partagé tout de suite notre enthousiasme pour la biologie. Et puis moi, j'ai reconnu en lui un maître tout à fait comme j'en rêvais. Et puis je crois qu'il a apprécié aussi le contact avec moi comme élève. Alors qu'est-ce qu'il vous donne à faire au début? Qu'est-ce qu'il vous confie comme étude? Il m'a confié, parce qu'il travaillait sur le développement, n'est-ce pas? Il s'agit de savoir comment se développe à partir d'un œuf un organisme. Et alors, il travaillait sur l'embryon d'oiseau. Pourquoi l'embryon d'oiseau? Parce que c'est quelque chose qui est très facile à manipuler, étant donné qu'il se développe à la surface du jaune d'œuf. Alors, il suffit d'ouvrir l'œuf et puis on le voit pousser, on le voit se développer. Et on peut aussi interférer sur ce développement pour essayer de comprendre comment les différentes phases du développement s'organisent. Et il était à la tête déjà d'un laboratoire où il y avait pas mal de gens qui travaillaient sur différents sujets. Et il m'a dit, écoutez, il y a un aspect du développement qui est celui du tube digestif et des glandes digestives qui lui sont associées. Tout ça à partir d'une couche particulière de l'embryon précoce qui est l'endoderme, celle qui va être à l'intérieur de l'embryon, alors que l'ectoderme, c'est ce qui va donner la peau et le système nerveux. L'endoderme, c'est ce qui donne tout l'appareil digestif avec les glandes et tout ça. Il m'a dit, écoutez, personne ne travaille là-dessus en ce moment. Depuis longtemps, donc il y a à faire, vous n'avez qu'à y aller. Alors c'était c'était pas très précis, mais j'y suis allée sous son aile protectrice, naturellement, et ses encouragements, et puis j'ai passé ma thèse comme ça. Et alors, pour comprendre à qui on a affaire avec vous, Nicole Ledouarin, je vous cite dans ce petit ouvrage, il faut dire que pour les chercheurs dont le matériel est l'embryon d'oiseau, le spectacle offert par la transformation en 2 ou 3 jours de l'embryon précoce qui se présente comme une couche de cellules étalées sur le jaune de l'œuf en un organisme hautement structuré, pourvu d'une tête, d'un tronc et d'un cœur qui bat, le tout autour d'un halo de vaisseaux sanguins, est une merveille à laquelle on ne peut pas rester indifférent. Tout à fait vrai. Vous savez, c'est un grand privilège d'avoir pu contempler ce développement de l'embryon, ce développement d'un organisme à partir de quelque chose qui n'est rien. Parce que au départ, sur ce jaune d'œuf, il y a une toute petite région qui est un peu plus claire, qu'on appelle la cicatricule, et qui est la cellule œuf. Alors, en 2 jours ou 3 jours, c'est devenu ce que j'ai décrit là. Et ça vaut vraiment la peine du détour. Ça vaut la peine du détour. Vous nous parliez de cette figure tutélaire d'Étienne Wolff, philosophe à ses débuts, oui. Et peut-être jusqu'au bout, manipuler le vivant. Étienne Wolff, votre mentor, était interrogé en 1970 sur cette tentation. Il y a une très grande tentation. C'est d'appliquer les lois de la vie que nous connaissons et que nous appliquons aux animaux, en améliorant certaines races, en faisant de la génétique normative. Il y a certainement une tendance à vouloir l'appliquer à l'homme. Je dois dire que des doctrines et des expériences passées qui ont été faites dans certains États totalitaires nous retiennent et nous réfrènent de vouloir continuer les expériences de cette sorte.
Et si l'on veut améliorer l'organisme humain, eh bien qu'on l'améliore d'abord à l'échelle individuelle, avant de songer à améliorer ce qu'on appelle la race humaine. Mais on peut faire beaucoup pour la santé de l'homme. On peut faire beaucoup pour sa longévité. On peut faire beaucoup pour son alimentation, pour l'accroissement de ses possibilités intellectuelles, de son bonheur. Mais ne tentons rien en ce qui concerne l'amélioration de l'espèce humaine avant d'en avoir des raisons suffisantes et d'en avoir les moyens. Voilà, le totalitarisme a montré les dérives possibles de ce type de manipulation, disait Étienne Wolf. Quelles seraient à vos yeux aujourd'hui, Nicole Le Douarin, les raisons suffisantes pour reprendre ces mots? D'abord, je voudrais dire que c'était un humaniste. On perçoit sa culture de base de philosophe. Il avait beaucoup réfléchi. Et on avait le plaisir avec lui, pas seulement de discuter science, mais de discuter aussi la place de la science et l'avenir de la science dans la société humaine. Et votre question, c'était ? Vous dites qu'il était à la fois humaniste et qu'il réfléchissait à tous les enjeux éthiques aujourd'hui, des progrès de la science et notamment des avancées de la recherche en biologie du développement. Il dit, lui, qu'il faut penser aux raisons suffisantes. Quelles seraient pour vous les raisons suffisantes aujourd'hui? Est-ce qu'on en a aujourd'hui les moyens de cette manipulation du vivant? Qu'est-ce qui la justifierait? Je crois qu'il y a une chose à laquelle il ne faut surtout pas toucher, c'est le génome, c'est-à-dire ce qui caractérise l'humain, et ça, il ne faut absolument pas y toucher. Alors qu'on essaye qu'on fasse des interventions sur l'humain, on en fait tout le temps en médecine, et c'est quelque chose qui est à l'honneur des chercheurs et des médecins. Je crois il ne faut absolument pas, et ça serait très facile à faire maintenant, depuis qu'on connaît bien la structure de l'ADN, qu'on sait le manipuler, on pourrait beaucoup tenter d'améliorer la race humaine, et je crois que ce serait une grosse erreur. Je suis tout à fait de son avis, je pense que les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis. Oui, vous dites que dans les 5 dernières décennies, parmi les grandes avancées, s'il ne devait en rester qu'une, peut-être ce serait cette connaissance de l'ADN que nous avons aujourd'hui, l'ADN comme support matériel de l'hérédité. Oui, ça c'est la grande découverte, ça c'est quelque chose qui a complètement changé la place de la science vis-à-vis de la biologie en général. À cause de cette unité extraordinaire. D'ailleurs, l'ADN est la même structure, que ce soit chez un microbe, ou que ce soit chez l'homme, ou que ce soit chez l'éléphant. C'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'ailleurs à laquelle on peut réfléchir, parce que ça veut dire que c'est une aventure qui a commencé avec des organismes simples, et qui s'est extraordinairement complexifiée au cours des siècles. Vous dites toucher aux centaines d'années. Toucher au génome humain, aujourd'hui on pourrait le faire, on saurait le faire. Oui. Qui aurait intérêt à le faire? Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Est-ce qu'il pourrait y avoir des bénéfices médicaux, il y a toujours sanitaires? des gens qui pensent qu'ils ont une bonne raison d'améliorer des choses, d'intervenir. Non, il y a plein de possibilités de le faire, mais il y a une grande résistance quand même à cette démarche. J'aimerais qu'on retourne avec vous, Nicole Le Douarin, en 1986. Antenne 2 s'intéressait à ce moment-là à vous et à vos travaux qualifiés d'uniques au monde. Vous aviez réalisé à ce moment-là les premiers croisements caille-poulet, les premières chimères. Mais au-delà de leur immense intérêt pour la recherche fondamentale, ces chimères visent aussi à expliquer l'origine de certaines malformations congénitales, à obtenir la tolérance de greffe entre espèces différentes, et même à mettre au point un modèle expérimental d'étude pour la sclérose en plaques. Mais après toutes ces découvertes fascinantes, Nicole Le Douarin va aujourd'hui encore un peu plus loin. Elle entame un nouveau style de chimère. Avec son équipe, elle commence depuis quelques mois à faire des greffes de cerveau. Il s'agit de réaliser des greffes extrêmement précises
de régions du cerveau de caille chez le poulet, de laisser les chimères éclore et de voir dans quelle mesure le comportement du poulet hôte est affecté par la présence dans son cerveau de tissus nerveux qui appartient à une autre espèce. En somme, il s'agit d'une nouvelle méthode pour étudier la génétique du comportement et pour réétudier le vieux problème de l'inné et de l'acquis. Donc, avec ces coques chimériques, nous dirons nous aussi cocorico pour la recherche française. Voilà, il crie bien les coques chimériques, Nicole Le Doirin. On entend quand même la voix très enthousiaste des journalistes à ce moment-là, en 1986, quand ils présentent vos travaux. Et on voit qu'ils leur accordent aussi à votre recherche un crédit immense et une confiance totale. Aujourd'hui, est-ce que de telles découvertes, vous pensez, seraient accueillies dans le débat public avec beaucoup plus de précautions? Est-ce qu'elles provoqueraient beaucoup plus d'inquiétude? C'est possible, oui, en effet. Il y a une espèce d'inhibition qui s'est répandue sur l'innovation dans beaucoup de domaines, et puis surtout dans les domaines de la biologie. C'est regrettable. Il faut évidemment que que les choses soient très, très contrôlées et très vérifiées, mais quand même, c'est un peu dommage de voir que on devient beaucoup plus inquiet, beaucoup plus... ça devient plus difficile. Des scientifiques qui ont été reçus, auditionnés à l'Assemblée au début du mois, ont souhaité défendre aussi activement leurs recherches et leurs travaux sur des cellules souches issues de l'embryon. C'est ce que rapporte notamment un article de La Croix. Ils disent dans cette tribune « Nous ne sommes pas des scientifiques fous ». Ça ramène à ce que vous appelez les inhibitions aujourd'hui, la peur qu'on peut avoir face à ce type de recherche. Il faut aujourd'hui, pour les chercheurs, se justifier oui, il a toujours fallu de toutes les directions vers lesquelles ils vont. Il a toujours fallu se justifier, mais maintenant ça devient excessif, oui. Il y a une sorte de panique générale qui s'exerce sur... Puis une espèce aussi de doute vis-à-vis des scientifiques, de doute vis-à-vis de l'avancée de la science. Mais il vient d'où ce doute pour vous? Il est injustifié? Pour moi, il est injustifié, oui, parce qu'il faut faire confiance aux scientifiques. Il n'y a aucune raison de penser que... il y en a peut-être qui ont des mauvaises intentions, mais d'une manière générale, les gens sont raisonnables. Enfin, moi, c'est ce que j'ai rencontré dans mon environnement, vous dites dans aussi, toute mon existence. ouais, dans ce petit ouvrage, Nicole Le Doirin, vous dites aussi qu'il y a beaucoup aujourd'hui de positions irrationnelles dans le débat public en France, depuis la question des OGM. Mais l'histoire des vaccins, par exemple, c'est quelque chose de confondant. Comment se fait-il que les gens ne se rendent pas compte que sans les vaccins, il y aurait des morts en quantité, d'énormes épidémies épouvantables? Je ne comprends pas bien ça. Vraiment, c'est difficile. En même temps, le doute, la remise en cause, c'est aussi un des moteurs de la recherche oui, mais il faut qu'il soit un peu rationnel quand même. Ah bon? Il ne faut pas qu'il soit dirigé par des errements complets. Là. Ça n'a pas de sens. Cet été, Nicole Le Doirin, un Japonais, a été autorisé à créer un embryon humain chimérique, voilà, qui soulève aussi des craintes en France notamment, où c'est interdit. Écoutez. D'abord, le visage impassible, très japonais. Puis ce sourire épanoui. Ce chercheur est un homme heureux. Cela a pris 10 ans, mais nous pouvons à présent commencer l'expérience. C'est-à-dire développer des organes humains dans le corps d'animaux. Un premier pas sur un très long chemin qui pourrait mener à fabriquer des reins, des foies, des cœurs d'hommes à l'intérieur d'un cochon, par exemple. Jusqu'à présent, les États-Unis et le Japon obligeaient les chercheurs à détruire ces embryons d'organes au bout de 2 semaines. Tokyo est passé outre en raison de la très grande rigueur de ce scientifique. Cette nouvelle pourrait intéresser les presque 25 000 demandeurs de greffe en France en 2018. Mais les chercheurs seront vigilants. Ils ne veulent pas retrouver des cellules de pancréas humain dans le cerveau d'un porc. En clair, ils ne veulent pas créer de monstres. Mélanger... C'est que cette histoire... Vous ne l'aviez pas entendu? Les recherches qui ont été faites par ces équipes et ce chercheur japonais? Si. Mais écoutez, je pense que d'essayer de... C'est une recherche à laquelle les scientifiques pensent depuis un certain temps, à savoir d'obtenir des organes humains
et qui arriverait à maturité sur un animal domestique, comme le porc. Ou comme le rat ou la souris. Ah non, c'est pas possible parce que c'est une question de taille. Justement, le porc est choisi parce qu'il a un développement qui est compatible avec l'homme, et puis aussi, il y a le problème de la taille des organes. La souris, ce serait un tout petit cœur. Hein. Non, alors, ça, c'est quelque chose qui résoudrait beaucoup de problèmes, vous savez, parce qu'on sauve énormément de vies avec les greffes d'organes, mais le problème, c'est que les organes ne sont pas en quantité suffisante pour les besoins. Et ce serait un grand progrès de pouvoir obtenir des organes. In vitro, alors on essaye in vitro, mais pour les avoir justement de la taille qui convient, jusqu'ici, c'est tout à fait impossible. Par conséquent, en greffe in vivo sur un animal, pourquoi pas? Et donc on les conserverait aussi On les ferait d'abord pousser, là. Il faudrait faire des greffes au départ sur l'embryon. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait faire, mais ça serait c'est quelque chose qui est envisagé assez sérieusement. Est-ce que la crainte, c'est pas l'étape d'après peut-être? Ce serait que l'homme remplace le porc et que l'homme devienne lui-même un réservoir d'organes pour d'autres humains. Ça, c'est quelque chose qui relève de l'éthique. Ah ça non, ça c'est non alors pour vous par exemple. Ah absolument. Pourquoi? Parce que c'est instrumentaliser le corps humain, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Donc c'est sûr que on n'ira jamais dans cette direction-là. J'espère bien, oui. Voilà, c'est un espoir, mais vous n'êtes pas sûr. On ne peut pas en être certain. Ce qui va se passer dans 100 ans. Non, effectivement. La création d'embryons humains chimériques, elle est interdite encore aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Chimérique? Oui, cette création d'embryons humains. C'est-à-dire que les embryons humains, on les obtient par la fécondation in vitro. Il suffit de mettre des ovules et des spermatozoïdes en contact et on obtient le développement d'embryons. Et ces embryons, on peut les laisser, les garder in vitro jusqu'à un certain stade, qui est le stade qui correspond à celui où ils doivent s'implanter dans la paroi utérine pour se développer. C'est quelque chose qui se fait déjà. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui pour vous qu'il faut interdire, Nicole Le Doirin, d'autres qu'il faut autoriser? Nous venons d'en parler déjà de plusieurs cas. Et je crois qu'il faut surtout interdire tous les atteintes au génome humain. Pourquoi? Parce que ça ne correspondrait pas à un seul individu, mais potentiellement à la descendance de cet individu. Et par conséquent, ça pourrait avoir des répercussions importantes sur la race humaine. Vous avez suivi les débats qui ont eu lieu, notamment sur la question de la recherche sur les cellules souches embryonnaires dans le cadre de la préparation de la loi de bioéthique? Ah oui, les cellules souches embryonnaires, c'est quelque chose de formidable. C'est une des plus grandes découvertes de la biologie après la biologie moléculaire. Le fait qu'il existe des cellules qui ont la capacité de se maintenir in vitro avec des potentialités qui sont très très grandes, des potentialités qui sont aussi grandes que celles de l'embryon très précoce, c'est-à-dire qu'une seule cellule est capable de se développer dans des conditions qu'il faut définir, bien entendu, mais de donner naissance à des cellules de tous les types cellulaires qui existent dans l'organisme. C'est des cellules d'un grand intérêt à tout point de vue, du point de vue théorique et puis surtout encore du point de vue pratique. Le pilote, Michael Schumacher, a été hospitalisé, paraît-il, à Paris, pour y recevoir un traitement secret qui n'en est plus un, pour nos voisins de la télévision belge. Écoutez. Une arrivée discrète, tout aussi contrôlée que celle d'un chef d'État. Il y a moins de 24 heures, Michael Schumacher est arrivé dans l'hôpital parisien Georges Pompidou. Objectif, bénéficier de perfusions de cellules souches diffusées dans tout son organisme. Ce professeur connaît bien la technique. Ils injectent des cellules souches. Ces cellules souches vont aller un petit peu partout dans le corps. Et je suppose qu'ils espèrent avoir une revascularisation, c'est-à-dire des nouveaux vaisseaux qui vont apparaître au niveau du cerveau. Et à ce moment-là, avoir des cellules qui vont se remettre à se multiplier, à peut-être assurer une meilleure connexion et avoir un réveil plus important du patient. Question, quelles sont les chances que ce traitement fonctionne? Je serais plutôt pessimiste. Je pense que c'est un traitement d'avenir. Dans les études qui sont faites, on essaie de donner ce traitement-là le plus tôt possible après le traumatisme. Ici, on est à
5 ans, voire 6 ans à la fin de l'année, si je me souviens bien. Donc c'est un petit peu tard. Mais je pense qu'il faut tout essayer, de toute façon. Je pense qu'il faut tout essayer. Vous saviez ça? Non, je n'aurais Pourquoi pas dit ça. Il ne faut pas tout essayer, mais on peut essayer il faut faire quelques essais pour savoir quel est le résultat de l'opération. Mais dans le cas présent, si vous voulez, c'est un cas unique. Je n'ai jamais entendu dire que ça s'est fait sur des humains. Et que ça a été divulgué, si ça a été fait déjà. Mais on va voir. Bon, alors si c'est le cas, il sera un peu le cobaye de cette perfusion de cellules souches. Est-ce que vous y voyez quand même une technique d'avenir? C'est vraiment un grand point d'interrogation. Hein. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il a eu un choc cérébral, hein, qui a détruit des zones du cerveau qui sont indispensables à toutes sortes de fonctions. Et pour arriver à reconstituer du tissu encéphalique, avec tout ce que ça contient de spécialisation, de complexité, j'ai des doutes quand même que ça puisse faire quelque chose. Mais enfin, peut-être qu'il y aura quelques améliorations dans son état de santé général. Hein. Merci de vous être prêté au jeu de réagir à cette information, si tant est qu'elle soit vraie. Merci aussi d'être venu nous parler de cette vocation qu'a été la recherche en biologie du développement pour vous. Je terminerai avec vos mots. Le domaine des cellules souches m'a beaucoup passionné parce qu'il est en liaison tout à fait directe avec le développement. C'est comme si les êtres organisés que nous sommes possédaient, après être devenus adultes, une source de jouvence qui se maintient jusqu'à un âge avancé. Merci beaucoup, Nicole Ledouarin. Merci de votre accueil.